Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Hier, c'était l'effroi, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De toutes parts, des réactions, notamment des personnalités politiques, de toutes tendances confondues, de toutes nationalités, même notamment en Europe. Vous vous joignez à ces réactions. Vous voyez-vous des symboles derrière cet incendie? La cathédrale a tenu, même si la destruction du toit et d'une partie de l'édifice est assez importante et inquiétante encore. Oui, comme tout le monde, je crois, j'ai été extrêmement ému. Ému de voir l'incendie et l'impuissance dans laquelle on se trouve, quelles que soient les bonnes volontés des sauveteurs, des pompiers, l'effondrement de la flèche, et plus encore, je dirais, ce matin à la télévision, en voyant les dégâts. Est-ce que c'est un symbole? Oui, je crois que c'est peut-être le symbole de l'effondrement de pans entiers de notre civilisation chrétienne et occidentale. C'est possible, mais ça peut être, ça doit être aussi un symbole de renouveau dès lors que cet événement fait naître des réactions spontanées, des solidarités, y compris de gens qui n'étaient plus pratiquants de la religion catholique, mais qui sentent bien là qu'il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de notre nation. Et la reconstruction peut donner un élan d'unité nationale, me semble-t-il. Certains ont vu dans l'image de la croix qui était intacte dans le chœur avec les décombres tout autour, cette croix, le symbole peut-être de la résurrection, on dit oui. D'autres. Voilà, c'est autour de cette image qu'il faut, à votre avis, vous rassembler? Je crois qu'il faut se rassembler autour d'un élan de solidarité pour reconstruire ce qui a été détruit, le restaurer, le refaire pour assurer la pérennité d'un monument qui, que l'on soit croyant ou non, est véritablement au cœur de notre civilisation. Emmanuel Macron devait intervenir hier à la télévision, tout a été suspendu et on peut le comprendre. Intervention autour des conclusions et des décisions du président de la République dans le cadre du grand débat, après la révolte des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous attendez dans les jours aussi qui vont venir des annonces du président de la République et du gouvernement? Oui, je vais suivre ça sans parti pris et avec beaucoup d'attention, comme vous vous en doutez. Ceci étant, à partir du moment où il a indiqué qu'il ne changerait pas de philosophie, je ne pense pas qu'il y aura des annonces suffisamment substantielles pour éteindre la révolte et le mécontentement des Français. Mais on voit bien que le gouvernement est coincé et qu'il pose ce dilemme en quelque sorte, ou bien on maintient les impôts, on continue de les augmenter, ou bien on les réduit, mais si on réduit les impôts, il faut qu'on réduise également la dépense et par conséquent, il faut qu'on réduise les services publics. Moi, je crois que l'important, c'est évidemment la création d'emplois. C'est la création d'emplois. Et est-ce qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la création d'emplois? Je ne le pense pas. Je pense en particulier que les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement, par exemple la perception de l'impôt sur le revenu à la source, contraint les petites et moyennes entreprises, y compris les toutes petites, les entreprises artisanales, à se transformer en percepteurs d'impôts et aggrave encore leurs charges bureaucratiques qui les paralysent complètement. Voilà, j'attends avec intérêt de voir ce qu'il va dire. Je pense que ça n'aurait aucun sens s'il prend de l'argent ici pour le mettre là, si on déshabille Pierre pour habiller Paul. Je crois que ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. Vous avez régulièrement souhaité intervenir sur le cas d'un lanceur d'alerte de Julian Assange que l'Équateur vient de lâcher. Il était hébergé jusqu'ici, protégé à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni. Julian Assange a été arrêté, interpellé et emprisonné. Vous souhaitez passer un message aux autorités, peut-être aux autorités européennes? C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que ce garçon aurait dû être accueilli à bras ouverts partout en Europe. Il avait dénoncé le rôle des États-Unis d'Amérique. C'est l'auteur des Wikileaks, mais il nous a fait prendre conscience d'un certain nombre d'aspects de l'administration américaine.
Bon, et par conséquent, c'est d'une administration qui espionne méthodiquement les pays occidentaux, y compris, vous vous souvenez notamment que les téléphones personnels de Mme Merkel, de M. Sarkozy, etc., étaient épiés. Bon. Par conséquent, il devrait être accueilli partout en Europe. C'est exactement le contraire qui se produit, ce qui prouve notre vassalité totale à l'égard des États-Unis d'Amérique. Et alors là, on l'arrête après 7 ans de réclusion dans cette ambassade d'Équateur, sous l'effet d'une inculpation absolument délirante, soi-disant de viol, une construction comme seul le puritanisme dans les pays nordiques est capable. Parce que ce sont deux jeunes femmes qui ont compris qu'elles s'étaient partagées en quelque sorte les faveurs de M. Assange. Alors elles sont quand même de façon tout à fait spontanée entrées dans sa chambre, elles se sont dévêtues, elles sont entrées dans son lit. Il y en a une qui se plaint de viol parce qu'il n'aurait pas mis de préservatif, et l'autre qui se plaint de viol parce que, dit-elle, elle était consentante pour le premier rapport sexuel, mais pas pour le deuxième au milieu de la nuit. Excusez-moi de donner ces détails grotesques, mais on voit bien qu'il y a là un prétexte pour l'appréhender, et vraisemblablement ensuite, une fois qu'il sera en Suède, pour l'extrader aux États-Unis, c'est-à-dire pour le livrer, et là, il peut être détenu jusqu'à la fin de ses jours. Bon, que les États-Unis punissent leurs traîtres, après tout, c'est leur affaire. Mais quand ces traîtres sont nos informateurs, je considère qu'on leur doit l'asile. Et c'est un scandale que ce Parlement et ses institutions qui parlent des lanceurs d'alerte, qui parlent de la protection, justement, des dissidents un peu partout dans le monde, ne les protègent pas quand il s'agit de gens comme cela qui informent les pays européens. En France, c'est un autre problème des libertés publiques. C'est le polémiste assez sulfureux Alain Soral, condamné à de la prison ferme avec un mandat d'arrêt. Je crois son avocat également. Autour de ces questions-là, sans forcément aborder la question de fond, là aussi, pour vous, il y a un problème de liberté essentielle ? Oui, on peut très bien ne pas être d'accord avec Alain Soral, mais le fait qu'il soit condamné à 1 an de prison ferme pour un délit d'opinion ou d'expression est tout à fait scandaleux et très inquiétant de la dérive à laquelle les lois prétendues mémorielles, et notamment la loi Guessot, donnent lieu dans notre pays. C'est extravagant. Et qu'on délivre également, d'ailleurs, dans la foulée, un mandat d'arrêt, ce que je crois d'ailleurs n'est pas possible dans les délits de presse, pour les délits de presse. Mais avant qu'il ait pu faire appel, tout ça démontre un acharnement judiciaire et l'impossibilité d'avoir un véritable débat sur ces questions. Je précise que, à ma connaissance, M. Soral est condamné pour un pastiche d'un dessin du journal Charlie Hebdo, je crois, sur le génocide rwandais. Autrement dit, il y a des génocides dont on a le droit de se moquer et d'autres non, selon que l'on est puissant ou misérable, selon que l'on est bien en cours. Et plus extravagante encore, la condamnation de son avocat, pour le seul motif que les conclusions de cet avocat ont ensuite été publiées. Mais je pense que là, on atteint des sommets que l'on voit malheureusement aussi dans certains pays. Pensez qu'en Autriche, M. Fröhlich vient d'être libéré. Il a passé 15 ans en prison parce qu'il ne croit pas au dogme que l'on nous serine quotidiennement sur la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est peut-être tout à fait une erreur de sa part. Mais 15 ans en prison. Qu'en Allemagne, on a arrêté une vieille dame et incarcéré une vieille dame qui est de 90 ans, Mme Ursula Verbeck, dont j'ai demandé ici même la libération lors de la venue de Mme Merkel. Bon, et qu'il y a d'ailleurs des centaines et des milliers de prisonniers d'opinion dans ce pays. Alors s'il doit y en avoir également autant chez nous, il y a de quoi
s'inquiéter. C'est véritablement une insupportable police de la pensée, comme l'avait dit la grande journaliste d'origine juive d'ailleurs, Annie Kriegel, qui s'était à juste titre élevée contre ces lois prétendues mémorielles. Un Parlement européen, Bruno Gollnisch, que vous allez quitter. C'est ici, cette semaine, votre dernière session parlementaire. C'est un dernier coup de chapeau. Vous quittez la vie politique? Non, je ne me désintéresse pas du tout de la vie politique. Je vais même peut-être disposer de davantage de liberté, notamment pour écrire ce que je sais, pour me livrer à diverses activités. Je n'ai pas encore choisi entre les diverses possibilités que j'ai. Je ne resterai pas inactif. Je vais publier, je pense, dans des domaines divers. Je vais continuer à essayer d'entretenir mon blog, mon site. Sur lequel vous écrivez beaucoup, voilà, je crois, plusieurs milliers d'articles. Il y a plusieurs milliers d'articles. Sur votre blog gollnisch.com. Je ne suis pas le seul à les rédiger. Il y a des gens très compétents qui m'y aident. J'ai cette petite plaquette qui est disponible pour ceux qui la demandent. Je ne sais pas si on la voit convenablement et qui résume en quelque sorte mes opinions sur l'Union européenne. Et puis là, je viens de publier. Là, ça vient de sortir. Ce matin, l'imprimerie vient de nous livrer un lexique des 1000 termes juridiques et politiques les plus importants en 6 langues, français, anglais, allemand, russe, japonais et latin. Vous êtes favorable aux coopérations? Voilà. Moi, je suis favorable aux coopérations et je pense que ça peut les favoriser, justement. Hostile à l'Union européenne, mais... Voilà, là, c'est la version japonaise. Là. Voilà, voyez-vous, je pense que ça pourra rendre un certain nombre de services. L'adéquation de nos concepts juridiques étant un grand problème, précisément de l'Europe, puisque les pays de common law, c'est-à-dire de droit anglo-saxon, n'ont pas du tout le même système que nous. Et malheureusement, c'est la common law qui a déteint sur le droit européen, qui est à l'opposé de la concision de notre droit civil, par exemple. 33 ans de vie parlementaire, 30 ans pile poil au Parlement européen. Oui. Est-ce que je peux vous demander quels avantages, quels intérêts y avez-vous trouvé pour vous ou pour vos compatriotes? Et est-ce que vous avez eu des regrets? Est-ce que vous avez aujourd'hui des regrets? Oui, j'ai des regrets, même des remords et des repentirs. Mais globalement parlant, si j'ose dire, je sais bien que je suis resté un parlementaire d'opposition. Un parlementaire d'opposition dans un système majoritaire, ça ne peut pas faire grand-chose. Mais autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Et je pense qu'avec Jean-Marie Le Pen, avec tous mes collègues, et malgré beaucoup de vicissitudes, nous avons semé. Nous avons réussi par étapes à créer une ambiance d'amitié, de coopération avec des collègues de pays étrangers, de collègues qui étaient impressionnés par la désinformation pesant sur nous et qui faisaient l'objet d'ailleurs des mêmes désinformations. Songez que le FPE, le Parti de la Liberté autrichien, était dépeint dans notre presse comme néo-nazi, ce qui est une absurdité totale. Et cependant, dans la presse autrichienne, on nous dépeignait sous des jours abominables. Eh bien, au départ, chacun se méfiait de l'autre, avait peur d'être associé à ce que les médias présentaient comme quelque chose d'abominable. Et puis nous nous sommes rendus compte que nous étions les mêmes, que nous avions les mêmes principes et que, malgré des différences nationales bien compréhensibles, nous faisions face aux mêmes adversaires et que nous cherchions la même chose, que nous avions la même vision de l'Europe, de la défense de nos identités nationales, culturelles. Et par conséquent, nous avons noué ces relations. Et ça, je crois que ça se traduit par le groupe Europe des Nations et des Libertés aujourd'hui, mais je pense, je l'espère, demain par un groupe beaucoup plus important. Et si je puis encore y contribuer, par les relations que j'ai dans certains de ces pays, ce sera avec grand plaisir. Autrement, je ne me désintéresserai pas encore une fois de la vie politique, mais je quitterai avec regret un certain nombre de personnes dans cette assemblée, y compris le petit personnel, comme l'on dit, mais qui, par le cœur, sans doute, vaut mieux que bien des responsables politiques. Mais je quitterai sans regret, en revanche, une institution qui, dans l'état actuel des choses, dérive complètement,
est un élément du super-État euromondialiste que nous allons empêcher de se mettre en place. Nous sommes le grain de sable pour le moment qui fait que la machine à broyer les peuples est en quelque sorte s'enraye, et je pense que nous sommes en mesure de préparer le renouveau de la véritable identité européenne. Si vous me permettez cette métaphore, puisque vous écrivez, vous éditez, c'est que tout est à croire que de nouvelles pages vont s'ouvrir. Oui, je le pense, je l'espère. Je n'écrirai pas simplement pour dire ce qui s'est passé, mais pour en tirer des leçons fructueuses pour l'avenir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.